Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Up and Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC, le 4e de cette nouvelle saison. C'est Pierre qui vous parle. On est de retour aujourd'hui après une petite période de vacances, quand même on en avait besoin. On attaque pleinement cette fois les épisodes de l'été, vous allez le voir. Aujourd'hui on va faire un petit retour dans l'histoire de la franchise. Et avec moi pour cela, comme d'habitude, Constant. Comment ça va, Constant ? Ça va, bonsoir à toutes et à tous. Visiblement, je dois être quelqu'un qui aime se faire du mal, puisque c'est moi qui ai eu cette idée de faire ce podcast un peu rétro. Vous allez voir le sujet, visiblement, bon. J'aime bien revivre des choses douloureuses, mais non, mais très heureux de vous retrouver. Comme l'a dit Pierre, on a fait une petite pause parce que la NBA se met en pause aussi, hein. Faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'actualité ces derniers temps. Mais voilà, du coup, on lance des épisodes un peu plus historiques. C'est la période pour revenir sur des grands moments de l'histoire du Thunder. Oui, grand moment, on va voir, des Ou moments un pas, peu oui. frustrants parfois, un peu frustrants, et avec nous aujourd'hui Constant, un autre membre de la rédaction de Wear Thunder, c'est un nouveau, vous l'avez seulement entendu pour les plus assidus lors du Thunder Quiz, il avait été plutôt bon en plus, si vous vous souvenez bien, il était en finale, oui, t'étais en finale. Joël, comment ça va ? Salut tout le monde, salut Pierre, salut Constant. Très heureux pour mon premier podcast, hein. Et très heureux de parler d'histoires magnifiques qui nous rend pas tristes du Thunder. Elle nous rend pas triste parce que c'était quand même une période sans titre, mais une des plus victorieuses de l'histoire. On se souvient sur les années 2010, on est l'une des franchises les plus victorieuses avec les Spurs, faut quand même le mentionner. Bon, vous l'avez compris, on va parler du Thunder d'il y a quelques années, un sujet constant, comme il a dit, évoque depuis un petit moment. On va faire un petit débrief, a posteriori maintenant, des raisons qui font que le Thunder n'est jamais devenu champion. Malgré une équipe, faut le dire, et des joueurs exceptionnels parfois. La période qui va... Ouais, Kelsinger notamment. La période qui va particulièrement nous intéresser, vous vous en doutez, c'est surtout celle de 2012 à 2016. La période KD Russ, globalement. Avant de commencer, petite remise en contexte pour ceux qui n'étaient peut-être pas nés, ou pour ceux qui n'étaient pas fans du Thunder. On sait pas, il y en a peut-être qui ont 10 ans et qui écoutent. Ah bah bravo à vous, hein, mais dans ce cas-là, bah oui, bravo. si vous avez moins de 10 ans, manifestez-vous dans le chat. Bah alors là, pas né, et pas né encore, c'est 2012. Ils sont fans des Warriors. Ouais, ils seront peut-être pas fans du Thunder, ouais. Ah bah non, c'est sûr. Vrai débat, s'il y en a vraiment des très jeunes, n'hésitez pas à nous à mentionner dans le chat. Mais je suis pas sûr que si on avait découvert la NBA en 2022, nous on serait fans du Thunder aussi, hein, il faut être honnête. Hein. Non, je suis d'accord avec toi. On fait un petit retour d'abord en juin 2012. Le jeune Thunder est en finale NBA face au Heat, porté par de jeunes stars dont concrètement pas mal de gens commencent de parler et dont tout le monde nous envie un petit peu. Il y a KD, il y a Russ, il y a aussi James Harden, il y a aussi Serge Ibaka. Défaite en finale. La marche était peut-être un peu trop haute, mauvaise gestion des fins de match, on reviendra peut-être très légèrement dessus. Le 8 en face était très solide aussi. Mais tout le monde, quand on voit cette équipe-là, il y a cette fameuse image où Harden serre dans les bras KD et Russ, tout le monde dit que l'avenir est à OKC, que cette équipe-là est vouée à retrouver rapidement les finales et sûrement le chemin du titre. Mais l'été 2012 va être un petit peu plus mouvementé que prévu, puisqu'il y aura ce fameux trade de James Harden quelques jours avant le début de la saison d'après, la saison 2012-2013, qu'on reparlera un jour complètement dans un podcast. Je pense qu'il y aura un épisode entièrement consacré à ça, je pense que ça arrivera. Il y a ce trade, on y reviendra encore une fois plus tard, puis vient la saison 2013 que j'ai envie d'appeler quand même la saison de l'espoir, puisque tu ressors de finale, ton équipe est jeune, t'as quand même eu des contreparties intéressantes de ce trade d'Harden, notamment Kevin Martin, qui n'est pas n'importe qui à cette époque-là. C'était la pièce, l'essentiel du trade. Oui, c'était la pièce, ouais, concrètement. Les autres sont devenus des choses intéressantes. Ouais, il y a Lemb, il y a d'autres trucs qui sont devenus intéressants ensuite, il y a Adams, tu vois, on en reviendra, mais il y a des trucs intéressants dans ce trade-là. Rapide contextualisation de la saison régulière plutôt et même des playoffs de cette année-là. OKC finit avec le meilleur bilan à l'ouest, 60-22, deuxième meilleur bilan de la ligue derrière le Heat à l'est. OKC arrive en playoff avec un statut de favori, il faut le dire, mais tout va pas forcément se passer comme prévu. On sort d'abord les Rockets en 5 assez facilement, mais il y a bien sûr cette fameuse action de Patrick Beverley sur Russell Westbrook, petite blessure au genou, au ménisque pour Russ, fin de saison pour lui. Du coup derrière, la marche Memphis est un peu trop haute et on se fait sortir 4-1
sur cette série-là. Et la frustration est grande, honnêtement, après cette année-là. Messieurs, j'étais obligé de mentionner la blessure de Russ dans ce résumé parce qu'elle est très importante dans cette saison-là et dans la campagne de playoff. Mais si on va un peu plus loin, parlez-moi un petit peu de cette saison et de ce qui, pour vous, a manqué à OKC. Est-ce que vraiment cette blessure-là, c'est la seule raison qui ait fait qu'OKC ait échoué à ce moment-là? Pour moi, c'est la seule raison pour laquelle tu ne retournes pas en finale de conf, au minimum. Parce que t'as quand même une saison qui est ultra dominante, une saison régulière où t'as KD qui est en 50, 40, 90, t'as Serge Ibaka qui s'inscrit définitivement comme le patron défensif de cette équipe, t'as Russell Westbrook encore très correct qui continue sa progression, après avoir été All-Star en 2011, faut pas oublier qu'il met un peu plus de temps Russ à être All-Star que KD, mais après oui... très grosse saison. Kevin Martin, on oublie quand même qu'à OKC, il avait fait une bonne saison. Hein, la seule saison où il a été présent, il a quand même été plutôt bon. Il remplaçait un petit peu le départ de James Harden. T'as du Reggie Jackson qui commence à bien se montrer aussi, qui palliait lui aussi au départ de James Harden. Mais voilà, le vrai problème, c'est ce reach-in absolument dégueulasse de Patrick Beverley sur Ross au Game 2. En prenant un temps mort en plus, enfin voilà, une action dégueulasse, hein, du Patrick Beverley dans le texte. Oui, est-ce que c'est l'année où on a le plus de choses à dire? Je pense pas. Est-ce que c'est l'année où t'avais potentiellement le plus de chances de retourner en finale? Peut-être, parce que vraiment t'as une équipe très solide cette année. T'avais de la réussite au tir, ce qui était quand même assez rare, on verra pour les années suivantes. T'avais de la réussite extérieure, t'avais top 5 défense, si je ne dis pas de bêtises, enfin du Thunder dans le texte, quoi, globalement. Ouais, c'est sa première attaque en offensive racing, 4ème défense. Premier en net rating, meilleur que le 8, alors que le 8 fait une saison à 66 victoires. Donc voilà, très très grosse saison. Malheureusement plombé par la blessure de Russ et face à Memphis, KD fait pas spécialement le taf non plus. Mais oui, pour moi c'est l'année où je pense que quand les playoffs ont débuté, je suivais pas la NBA à cette époque-là, mais tout le monde se disait bon, va y avoir rematch de l'année précédente, quoi. Ça va être OKC Miami et malheureusement il y a eu un certain joueur de Houston qui en a décidé autrement. Clairement, tu l'as dit, c'est ce qu'on se disait à l'époque. On se disait qu'on allait affronter le Heat pour une revanche et que peut-être que ce coup-là, avec l'expérience, on arriverait à les battre, mais il y a la blessure de Russ et il y a aussi malgré ça aurait probablement pas permis d'aller en finale, mais le manque d'ajustement tactique suite à la blessure de Russ, il est terrible, je trouve. Autant KD il est pas dedans, autant tu perds ta deuxième menace offensive qui est Russ, ok, mais derrière tu fais absolument rien. T'es dominé dans tous les aspects du jeu face à Memphis, alors que en dominant autant la régulière, tu pouvais t'attendre à aller les chercher dans un match 7 ou je sais pas. Après, ça serait probablement pas aller plus loin, mais il y avait moyen de faire quelque chose. Le système de Memphis était quand même très piégeux, hein. Faut pas oublier que Memphis, c'était du pur grit and grind à l'époque. C'était vraiment défensivement, ça jouait avec une pace ultra lente. Il y avait du Zach Randolph, il y avait du Marc Gasol, il y avait du Tayshaun Prince encore à l'époque, Tony Allen bien évidemment, légendaire. Donc ouais, ça avait tout d'un piège. Déjà quand tu regardes 2011 OKC Memphis, ça se termine en match 7. Quand on reparlera de 2014 OKC Memphis, aussi. Ça se termine aussi en match 7. Donc ouais, c'était vraiment la rivalité OKC Memphis, c'était une rivalité assez importante en NBA à cette époque-là. Et le piège de Memphis, bien évidemment, t'as eu des manques d'ajustement. Mais c'est très difficile de dire que par exemple un Reggie Jackson aurait pu se retrouver, enfin aurait pu apporter ce qu'apportait un Russ. Ouais, tu vois, il y a une première problématique qui pour moi se dégage. C'est que ouais, tu perds Russ, forcément c'est un énorme trou dans ton roster et dans ta façon de jouer, parce qu'en fait dès cette période-là, ça va se développer dès le trade d'Harden, concrètement t'es sur un modèle où t'as un monstre de tête qui produit globalement tout, pour toute l'attaque, pour tout le jeu. Les autres touchent des miettes de ballon. Ibaka peut scorer par exemple, mais c'est des tirs en spot-up ou des pick and roll ou des rebonds qu'il va se chercher. Kevin Martin, ça va être du tir en spot-up, tu vois, même s'il est à droite, ça sera pas énormément de création.
T'as un espèce d'hydra de tête en fait qui joue tout à tous les deux, qui se partagent en plus ou moins la balle, mais qui font un peu chacun leur tour. Donc tu vois, en termes d'ajustement tactique, je suis d'accord avec toi, Joël, on n'en a pas trop vu sur cette période-là, parce que est-ce que déjà t'avais vraiment quelque chose à proposer? Effectivement, est-ce que c'était mettre Reggie Jackson dans un espèce de Russell Westbrook? J'ai du mal à le croire parce qu'il est encore très jeune à cette époque-là. Derrière, t'as pas forcément un banc archi épais, et ça, on y reviendra, je pense, année après année. Moi, c'est quelque chose qui m'embête un petit peu tous les ans, mais là, ton banc, concrètement, bah, c'est Kevin Martin, ça tient la route. Nick Collison qui commence de vieillir et qui a un rôle de moins en moins important. T'as Derek Fisher que t'es allé chercher l'année d'avant pour de l'expérience, et au final, qui voilà, fait son taf, fait du Derek Fisher, mais c'est limité. Enfin, tu te retrouves vite à courte solution quand tu regardes ce banc, tu vas pas faire jouer Ashton Tabit, t'as Eric Maynor derrière, enfin c'est pauvre en fait après en solution. Jeremy Lamb, encore une fois, on l'a dit dès le début, est rookie. T'avais pas forcément de choses. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que ça a bien arrangé Scott Brooks qu'on puisse mettre toute la défaite sur le dos de Westbrook et sa blessure. KD aussi, parce que et KD aussi, Mr. effectivement, comme tu as dit. C'est cette série. Hein. Ouais, parce qu'il est pas exceptionnel. Je pense qu'à l'intérieur, tu te fais ouvrir. Concrètement, dans cette série, t'as Perkins qui commence d'être un peu fatigué aussi, qui a fait beaucoup de batailles et que tu vois qu'il commence d'être bien sur le déclin. Il souffre. Il est pas si vieux que ça, il a 28 ans à cette époque-là en plus, tu vois, tu peux te dire, mais il souffre. Mais ressenti 50. Hein. Ouais, ressenti. Et tu vois, même, tu l'as très bien souligné, Constant, dans cet aspect grit and grind de Memphis, quand t'as pas Russ, qui est quand même à cet âge-là et à cette époque-là le mec le plus intense quand il veut de la NBA, et qui peut aller te chercher des rebonds off de nulle part, qui va te gagner des ballons de nulle part, etc. T'as un manque dans cet aspect combativité, dans cette équipe-là, et qui est flagrant pour moi ensuite, tu vois, et qui est pas forcément remplaçable sur le banc. Alors si je peux me permettre, parce que là on a quand même parlé d'un point tactique. La série n'est pas non plus... Tu perds 4-1, mais la série n'est pas si déséquilibrée que ça. C'est en fait, et ça va être un point sur lequel moi je vais insister très fortement, tu perds dans les 90 dernières secondes du match, quasiment les 4 matchs de la série. Tu regardes le game 2, t'es à -1 à 40 secondes de la fin. Tu regardes le game 3, t'es à -1 à 1 minute 30 de la fin. Tu regardes le game 4, t'es à -1 à 90 secondes de la fin. T'avais un vrai problème d'exécution dans les 90 dernières secondes. Alors, est-ce que tu peux imputer ça à Scott Brooks? Possiblement. Est-ce que tu peux imputer ça à Kevin Durant? Possiblement sur cette série. Mais c'est vraiment... moi, c'est quelque chose qui me marque, c'est que, et qu'on va souvent répéter, je pense, pour les années futures, c'est que le Thunder, dans ce moment crucial que sont les dernières secondes d'un match, a très 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 souvent eu du mal à mettre ce panier qui te fait tourner le match. Et ça, c'est un point où je pense que si tu remportes... je pense que cette série, honnêtement, tu pouvais la gagner. En ayant une meilleure exécution en fin de match, je pense que tu pouvais la gagner, parce que c'est vraiment serré, ça joue sur des détails. Tu n'aurais pas tapé les Spurs, parce que les Spurs étaient quand même très très forts cette année, mais face à Memphis, sans Russ, hein, bien évidemment, je dis tu n'aurais pas tapé les Spurs, mais face à Memphis, je pense que même sans Russ, avec une meilleure exécution en fin de match, tu as peut-être moyen en tout cas de pousser la série un peu plus loin que 5 matchs. Moi, je pense aussi justement qu'il y a moyen de taper Memphis cette année-là en s'ajustant et avec Russ évidemment. Et après le problème c'est les fins de match. Comme tu dis, tout est accroché, les matchs sont serrés et il n'y a pas beaucoup de points. Donc c'est un peu ça que je voulais dire par manque d'ajustement, c'est l'absence de Russ rend le 4-1 très presque logique, alors qu'en réalité il est très sévère et que avec un joueur comme KD, en réalité tu penses pouvoir les taper. En tout cas à l'époque, même après la blessure de Russ, avant la série, tu te dis à moyen. Mais tous les matchs sont perdus quasiment. Sur des détails, hein, mais c'est les détails qui font les grandes équipes. T'as des gros leads aussi, je sais plus quel match, mais t'as un moment où le Thunder est à plus 17 et perd le match. Plus 17. Ça commence à faire beaucoup. Alors je sais que dans la NBA de 2022, plus 17, ça correspond à un plus 4 il y a 10 ans.
Mais plus 17 en 2013, surtout face à ce Memphis-là qui jouait très lent, c'est un gros écart. Et tu perds Surtout quand en même ce playoff match. où ça défendait ça défendait le plomb, hein, sur ces séries-là, ça défendait fort, hein. Tu marquais Mm. pas, ah ouais, ça se délitera un petit peu dans les années qui suivent, mais là, ça défendait fort. Non, je suis d'accord avec vous que, en fait, bah, quand tu regardes l'histoire du Thunder, quand tu vois cette série-là, que tu perds 4-1, et quand tu sais que Russ est blessé, tu te dis, ah ouais, comme vous l'avez dit, ouais, c'est normal. Russ, il est blessé, tu perds 4-1 contre Memphis, qui est une équipe solide, ouais, c'est normal, y a rien de scandaleux, voilà, tu vois. Alors qu'en fait, comme vous l'avez dit, un petit peu, t'avais peut-être moyen de faire mieux, t'avais des matchs serrés que tu pouvais prendre, peut-être avec un Kevin Durant plus efficace et une meilleure exécution, comme on l'a dit. Déjà, on peut se poser d'ailleurs la question euh, de est-ce que le profil offensif du Thunder ou les systèmes, t'avais déjà pas une limite, tu vois, parce que, comme on y reviendra beaucoup, Constant, sur l'exécution offensive dans le clutch, etc., est-ce que c'est voué à une envie des joueurs de faire du aéroball? Est-ce que c'est dû à une politique de jeu qui veut ça, en fait, presque tout le match, sur tous les matchs, tu fais ça? Enfin voilà, il y a une vraie question pour moi là-dessus qui a d'ailleurs s'était posé sur pas mal de campagnes de playoff et sur cette époque-là, tu te demandais tout le temps, est-ce que le Thunder doit jouer plus collectif, est-ce que on peut uniquement se reposer sur les deux pour faire quelque chose? Pour moi, tu peux déjà commencer de soulever cette question-là, parce qu'avec Russ, ces problèmes-là étaient encore plus amplifiés, parce que t'avais que KD qui pouvait un petit peu créer, même si Reggie Jackson a mentionné déjà sur ses campagnes de playoff parce qu'il fait des bonnes choses. Bah, il start déjà, donc. Il a du temps de jeu déjà, Bah, c'est déjà, sûr. oui, il faut qu'il monte des choses, hein, déjà, s'il start. Donc, ouais, non. Après, cette question de savoir est-ce que tu n'arrivais pas déjà à une certaine limite dans ton système offensif, pour moi en 2013, quand tu vois le roster, non. Parce que t'as quand même si Kevin Martin a pas mal de tirs en spot-up, il est capable de poser la balle. Même si Reggie Jackson n'est pas le meilleur attaquant de la planète, en sortie de banc, c'est quand même très solide. Pour moi, non. Si on arrive sur du 2016, peut-être 2017, etc., oui, là pour le coup, encore plus 2017 bien évidemment, mais même 2016 on pourra en reparler. T'arrives à une certaine limite de ton système offensif et du fait que tout ou quasiment tout passe par ton monstre à deux têtes. Pour moi, 2013, ton effectif est suffisamment solide et suffisamment complémentaire pour ne pas se poser la question de est-ce que on n'en fait pas trop offensivement, est-ce que KD et Ross offensivement le fait qu'ils fassent tout à deux ça pose problème. Ouais, ça viendra peut-être petit à petit, je pense, surtout avec l'année d'après, donc on Puis va en on l'avait parler après. mentionné en parlant de la régulière, mais on est aussi une très très bonne défense. Et bah c'est peut-être ça qui aurait pu s'appuyer sur la défense, c'est ce qui aurait pu permettre de battre Memphis, qui était aussi une grosse défense. Parce que là, pour le coup, ok, Russ, il est intense et volontaire, mais c'est pas le perdre, c'est pas ça qui change toute ta défense. Non, après tu t'es pas mal reposé sur la défense, hein, parce que sur les 5 matchs de la série, il y en a qu'un seul où Memphis dépasse les 100 points. C'était une série défensive, mais comme toutes les séries défensives, les points sont difficiles à aller chercher. Et quand tu vas chercher des points en fin de match, bah, c'est difficile pour l'équipe d'en face de les combler. D'ailleurs, globalement, presque tous les années qui vont suivre, sauf une, on s'appuie sur une grosse défense, hein. C'était un peu la marque de fabrique dès maintenant d'OKC. Donc ça, c'est un point effectivement sur lequel en playoff tu t'appuies largement, plus que l'attaque qui pour le coup, bah, on en reparlera, pourrait être limitée. Juste pour finir sur 2013, est-ce que vous pensez que déjà si Russ se blesse pas, ça va où? Et est-ce que ça allait au titre ou est-ce que ça perdait après concrètement? C'est ça la question. Pour moi, ça peut retourner en finale, hein, sans la blessure de Russ. Tu sens que les gars, ils sont encore sur la lancée de leur finale de l'année dernière, ils y croient à fond, et, euh, et ils sont forts, l'effectif est quand même assez profond par rapport aux années qui vont suivre, et même par rapport à l'année précédente. Bon, il y a plus Harden, mais tu t'es un petit peu, je trouve que tu t'es un petit peu amélioré en termes de banc, donc ça allait en finale de conf pour sûr selon moi, mais par contre jamais tu battais ce Hitler.
en finale NBA, si t'arrivais à y accéder, pour moi, jamais tu battais ce Heat-là. Si tu les as pas battus l'année d'avant, tu les battras pas cette année. C'est l'année du shoot de Ray Allen, celle-ci? Ouais. 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 Finale exceptionnelle. Alors, revoyez les finales 2013 entre les Spurs et le Heat. Si vous avez la flemme, vous pouvez directement regarder le Game 6 et le Game 7. Mais moi, je suis pas. C'est peut-être parce que je suis de nature pessimiste, mais je suis pas convaincu que tu retournes en finale NBA. Finale de conf, oui. Mais quand tu vois le niveau des Spurs, même en finale, hein, ils sont à un shoot. Pour moi, c'est le plus grand shoot de l'histoire de la NBA. Ils sont à un shoot de Ray Allen d'être champion et de taper le Heat. Le niveau des Spurs, comme d'habitude, les Spurs en régulière, surtout à cette époque-là, ça ronronne un peu, et puis en playoff, ça active les bouchées doubles. Je pense que t'aurais eu vraiment. Après, tu les avais tapés l'année précédente, en 2012, en finale de conf déjà, en 6 matchs, si je dis pas de bêtises, avec un énorme James Harden au Game 5 à San Antonio. T'aurais eu une belle bataille, je pense, mais en 2013, t'avais quand même Kawhi Leonard qui était bien meilleur. Bon. Finale de conf, oui, tu tapes Memphis. Finale NBA, je pense que ça se serait bien battu avec San Antonio, mais je suis pas convaincu qu'à 100% tu serais retourné affronter lui. Moi, je pense que finale de conf sûr comme vous. Je pense que la série contre les Spurs, ça va au moins en 6 ou 7, quoi qu'il arrive, et n'importe qui gagne. Et après, ça jouerait sur des détails, effectivement, comme on l'a dit. J'ai quand même tendance à nous mettre vainqueur sur cette série-là. T'as le petit ascendant mental de l'année d'avant. T'as quand même, pour moi, potentiellement les 2 meilleurs joueurs de la série. Ce qui compte quand même. J'ai toujours ce sentiment-là. Tim Duncan 2013, c'est encore très sérieux. Hein. Ouais, mais est-ce que Russ et KD peuvent être meilleurs que Duncan sur une série, je pense. KD, oui. KD, oui. Tim Duncan 2013, c'est quand même très très sérieux encore. Hein. C'est pour ça que je te dis potentiellement les 2 meilleurs joueurs. C'est pour ça. Mais sinon, on va nous taxer d'être trop fan. Il faut quand même. Non, oui, il faut remettre. Non, oui, attention. L'équipe des Spurs est monstrueuse là sur cette année-là. Mais je pense que ça se joue serré et que tu peux aller en finale. Après, la finale, c'est toujours, j'ai l'impression, un autre monde à part. Tu sais jamais trop ce qui peut se passer. Je pense qu'on avait du matos pour bien embêter le Heat, mais le Heat est archi solide aussi. Attends, le Heat 2013, lol. Ouais. Je sais pas ce que ça avait donné, tiens, en régulière face au Heat, les confrontations entre OKC et Miami en saison régulière. Je sais pas, parce que ça devait être en plus des matchs bien regardés, je pense, vu... Ça passait en antenne nationale, ça c'est sûr. Hein. Mais je crois, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on les tape sur les 2 matchs de régulière. Je vais vous dire ça tout de suite. Mais oui, t'avais moyen de... de toute façon, tu faisais partie du top 2. Déjà, on en perd un en décembre. À Noël, oui. Non, tu perds les 3, putain. Tu perds les 3. Non, t'en perds 2, excuse-moi, c'est Milwaukee. Ouais, tu perds les 2. Dont le match de Noël. Ouais. Donc en fait, c'était t'as peut-être pas l'avantage sur... Ouais, tu vois. Non, mais intéressant de voir ce que l'avis qu'on a sur cette année-là, qui restera quand même comme un gros regret pour la fanbase. On va enchaîner avec un autre gros regret, qui est la 2014. Moi, j'avais envie de l'appeler la revanche, parce que tu ressors frustré de 2013 avec la blessure de Russ. T'as une équipe d'OKC, forcément, qui a envie de cette fois aller beaucoup plus loin en playoff. Fini 2e à l'ouest, 59 victoires, juste derrière les Spurs, encore une fois. Alors que Russ a quand même manqué des matchs, il était blessé au genou sur le début de saison. C'est l'année du MVP de KD. Donc, il en manque KD, pas 50 bien sûr, des matchs, Russ, cette année-là. Ouais, il en manque au moins 40. Pas autant, mais ouais, je crois qu'il revient fin novembre. 46 matchs, donc il en loupe, il en loupe 35. Ouais, tu vois, presque. Et c'est l'année du MVP de KD, forcément, qui a dû porter l'équipe pour arriver là. La campagne de playoff, celle-ci, elle est quand même assez épique, parce que tu commences premier tour avec les piégeux Grizzlies, où tu gagnes en 7 sur une série âpre, j'ai envie de dire. Il y a des victoires qui sont miraculeuses. Hein. C'est n'importe quoi. Le game 2 où t'es à -5 et t'es à 3+1 de KD en déséquilibre complet. Mais de toute façon, 2014, c'est peut-être l'année où on a été le plus chanceux. Hein, parce qu'entre Memphis au premier tour et les Clippers en demi-conf... C'est ça, c'est pour ça que je dis épique, parce que derrière, tu sors les Clippers en 6, Clippers de Chris Paul, Blake Griffin, etc., sur une série là aussi qui part dans tous les sens, sur les fins de match, etc. Regardez la fin du Game 5, c'est improbable. C'est improbable.
Et tu arrives en finale de conf cette fois, encore une fois contre les Spurs, qui nous sortent en 6. À vous la parole, encore une fois. Quelles sont un petit peu les raisons de l'échec face aux Spurs ? On pourra bien sûr parler blessures, mais là je pense qu'on va beaucoup plus parler un petit peu tactique et de ce qui s'est passé à ce moment-là, et peut-être des limites de l'effectif. Ouais, j'allais quand même commencer par la blessure d'Ibaka. Parce Elle est que importante. Hein. elle compte quand même. Et si tu regardes la série, on se fait bouffer au rebond, c'est pas pour rien. Et Après il joue, hein. Ouais, non, clair. Alors, pour recontextualiser, il joue le 1 et le 2, il recommence à jouer au 3, tu vois qu'il est un peu sur une patte, et je pense qu'il est sur une jambe, on va dire le reste de la série concrètement, mais il joue quand même. Ouais, non, il est là, mais il se fait bousculer. Hein. Enfin, tu sens qu'il est pas à 100%. Tu sens clairement qu'il est pas à 100%, et ça se voit. Ses stats sont moins bonnes que d'habitude, et puis même, enfin là, moi je trouve qu'elle compte quand même la blessure d'Ibaka. Après, ça va en 6, et c'est le game 6 est serré, ce qui est un des seuls matchs serrés de la série d'ailleurs. Bah, ça va en overtime, hein, globalement. C'est le seul match où il y a moins de 10 points d'écart score final. Ouais, c'est une série de blowouts, celle-ci. Les deux premiers, OKC est pas au niveau. Ça revient OKC, Ibaka revient, tu te remets d'aplomb et tu mets des énormes toits aux Spurs. Franchement, sur ces matchs-là, on leur met vraiment cher. Et après, effectivement, c'est que le 6 où tu arrives à être serré. Le retour aux Spurs, tu l'as encore, t'es pas au niveau. Il y a que le 6 où c'est serré, effectivement, et qui est très serré et qui est archi tendu sur la fin de match avec des actions. D'un côté, des exploits et d'un côté, des trucs lunaires, un petit peu, j'ai envie de dire. Ouais, il y a plus de trucs lunaires que exceptionnels. Hein, Après, il y a aussi KD qui ne fait pas la meilleure série de sa vie, si on peut dire. Il est pas mauvais, mais tu peux t'attendre à plus, et Russ est stratosphérique. Enfin, en tout cas, sur le Game 4, même sur... j'ai souvenir du Game 4, il est incroyable. Je crois il en met 38 ou 40, je sais plus. Bref, il est injouable. Et quand t'arrives à 2-2, tu as espoir encore de les taper, mais ouais, KD, pour moi, entre cette série-là et l'année d'avant, ça fait 2 fois où tu te dis, tu grinces un peu des dents. Je trouve, sur la série, il est pas aussi dominant qu'il mériterait de l'être. Saison MVP en plus. Ouais, sur sa saison MVP en fait. Enfin, son dernier match de la saison, c'est quand même un 31-14. Hein. Bon. Ah, je trouve dur avec. Ouais, après, il y a peut-être un peu de rancœur, mais je parle sur la série en général, pas le dernier match. Spécialement. Je pense que t'attends à ce qu'il domine en fait aussi, ouais, et qu'il a peut-être pas dominé autant que t'espérais. De là à dire qu'il était pas bon, c'est pas ça que t'as dit Joël, mais je pense que t'attends à ce qu'il soit au-dessus. Bah, je suis même pas sûr que ce soit le meilleur joueur de la série, quoi. Ce qui est le problème. Enfin, c'est problématique pour moi. Même au-delà de débattre quel est le meilleur joueur de la série, c'est le meilleur scoreur de l'équipe, c'est Russ en points par match. C'est pas normal. Ouais, c'est problématique. Pas normal. Bon, par contre, Russ, c'est à 40% au tir sur la série. Hein, donc, bon, je veux bien qu'il mette 40 points avec 10 passes au game 4, mais bon, il finit à 8 sur 23. Le début de série, il y a du 7 sur 24. Il y a 7 pertes de balles sur le game 6. Comme KD d'ailleurs. Non, 2014. C'est un délire sur cette série aussi. Oh bah attends, on reparlera de 2016 tout à l'heure, mais les ballons perdus, ça va être exceptionnel aussi. Non, Boris Dio. Boris Dio, quoi. Sur ce Game 6, en tout cas, c'est le Boris Dio game, quoi. On parle souvent de... Tu vois, Pierre, tu commençais à parler du fait que le banc s'était amoindri. Eh bah, Boris Dio, c'est le facteur X de ce match 6. C'est lui qui fait tourner le match. Il met quand même 26 points. Boris Dio, 2014, 26 points dans un match 6 de finale de conf. 26 points, 8 sur 14 au tir, 3 sur 6 à 3 points, 10 lancers provoqués. Bah ouais, ça fait un peu tourner. En plus, c'était incroyable. Je me souviens de ça. En plus, il nous avait ouvert un truc de... C'était improbable. Parce que Ibaka n'était pas au niveau. Et encore, sur ce match 6, tu fais quand même un mini exploit parce que t'es mené de 10 dans le 4e quart et tu reviens. Tu fais un petit comeback. T'arrives à aller chercher l'overtime de manière un peu improbable avec 2 lancers de Russ, mais avant t'as un énorme 3 de Manu Ginobili alors que t'es à +1.
Manu, il met des gros shoots. Hein, il met souvent des gros shoots, mais là, sur cette série, il met des très il gros nous shoots. a fait mal. Donc ouais, pour moi, c'est pas la série où je suis le plus où je me dis il y avait quelque chose à jouer, parce que déjà t'as la blessure d'Ibaka. Les Spurs 2014 sont peut-être même encore meilleurs que les Spurs 2013. Enfin, suffit de voir leur finale face au Heat, ils débranlent le Heat de manière assez violente. C'est même pas nous d'ailleurs qui leur posons le plus de problèmes sur cette campagne de playoff, puisque au premier tour ils jouent Dallas en 7 matchs, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, KD il fait une série correcte, mais le problème c'est que là tu commences à avoir des petits soupçons de je me mets un peu en retrait quand ça devient un peu compliqué. Quand tu vois, ouais, comme j'ai dit, que Ross est le meilleur marqueur de la série, c'est pas normal. C'est pas normal, surtout quand t'es en sortie de saison MVP. Je peux comprendre que ça a pu créer quelques frustrations. Mais encore une fois, on en revient toujours au même point, c'est que t'as des problèmes d'exécution. Notamment sur ce Game 6, parce qu'on peut pas trop débattre sur les autres, puisque les autres sont des énormes blowouts. Mais quand tu vois que dans le quatrième quart, t'as quand même KD qui perd des ballons, t'as Russell Westbrook qui perd 3 ballons, ça commence à faire beaucoup. Et sur l'overtime, j'ai pas les stats exactes, mais tu dois perdre des ballons aussi. Donc ça commence à faire... Non, tu ne perds pas de ballon. Tiens, j'ai été mauvaise langue, tu ne perds Après, pas de ballon. t'as le contre de Kawhi en overtime, je sais pas si tu comptes comme une perte de balles, mais C'est vraiment sur comme un Russ là tir en loupé. transition, non? Ouais. Pour moi, c'est Exceptionnel. presque plus une interception qu'un contre, mais ouais, ça va dans la mauvaise exécution et tout. Et on parle souvent de ce contre-là, mais comme tu l'as très bien dit, l'exécution avant, ouah, tu loupes des trucs, tu donnes des switches faciles à Duncan au poste bas, t'as des trucs mal gérés, t'as des trucs très mal gérés. Et ça, pour le coup, tu peux quand même te poser des questions tactiques, te poser des questions sur la mentalité des joueurs, le sang-froid, et tu vois, à ce moment-là, qu'est-ce qui manque là? Tu peux déjà te demander un peu qu'est-ce qui manque quand t'arrives là. Après, la blessure d'Ibaka a forcément joué sur les 2 premiers matchs, mais je trouve que t'as jamais été au niveau sur les matchs à San Antonio. Quand il est revenu, il revient après 2 matchs, bon, il est sur une jambe, mais il traite quand même pas mal de problèmes. Il t'apporte un peu au fond. Ouais, il apporte bien offensivement, il met dedans. Il te permet quand même d'approfondir un peu ta rotation. Parce que moi, c'est ça qui m'embête quand je regarde cette équipe-là. La rotation, c'est... Tu vois, les Spurs, ils ont une armée. Parce que tu vois, t'as un Ginobili qui sort du banc, t'as un Boris Dio qui va faire un match de ouf, comme tu l'as dit, t'as quand même pas Timis aussi sur le banc. Enfin, c'est des joueurs d'un autre calibre. Là, pour OKC, concrètement, bon, on va compter quand Ibaka est là, mais ce qui est encore pire quand il est pas là, c'est Steven Adams qui sort du banc, Steven Adams qui est rookie cette année-là, et qui a un gros rôle et qui montre des bonnes choses d'ailleurs. Hein. Honnêtement, il est plutôt bon sur cette année-là, et tu te dis, ok, là on a peut-être un joueur pour le futur. Bah, il a été drafté assez haut pour ça aussi, mais il est rookie. T'as Caron Butler que t'es allé chercher cette année-là, et qui start certains matchs parce que Thabo Sefolosha il est sorti de la rotation parce qu'il est plus haut niveau, qui devait être ton poste de titulaire, et là il est plus haut niveau, donc du coup tu mets Reggie Jackson dans le 5, et c'est Caron Butler aussi qui a des minutes beaucoup plus, et qui a été un bon joueur NBA, mais qui est pas exceptionnel à ce moment-là. Derek Fisher cramé, Jeremy Lamb il est en formation, et honnêtement Jeremy Lamb à OKC on a toujours eu de l'espoir, et j'ai l'impression qu'il a jamais énormément percé. Jeremy Lamb, ouais, Jeremy Lamb, concrètement. Nick Collison ne joue pas, enfin, c'était archi limité en fait là-dessus, tu vois. Et t'as Perkins, alors là, il est cramé, mais cramé de chez cramé, donc c'est pour ça qu'Adam joue encore d'ailleurs plus. Pour moi, c'est trop juste. Quand tu fais la liste là que tu regardes, bah ouais, forcément, tu vas attendre énormément de KD, surtout qu'il est MVP, énormément de Russ, qui lui va le faire dans la quantité et dans l'énergie, mais t'as besoin qu'il te porte. Ah bah oui, il y a énormément de déchets. T'as besoin qu'il te porte pour pouvoir performer. T'attends énormément d'un Reggie Jackson qui a été très bon sur certains matchs, notamment contre Memphis, on en parle souvent, etc. Mais t'en attends beaucoup de lui. Enfin, c'est dur. L'effectif là pour moi il est trop limite. C'est pour ça que ouais, cette année-là t'as la frustration de la blessure d'Ibaka, parce que tu te dis s'il se blesse pas, est-ce que tu peux aller taper les Spurs? Je sais pas. Par contre, ouais, il te manquait quand même des armes. Si t'arrives à être champion avec cette équipe-là, bah bravo KD, bravo Russ, parce que là, concrètement, il manquait pas mal de pièces pour moi, tu vois. Vous voulez la stat qui tue? Sur le Game 6, le Thunder a marqué, enfin le bord du Thunder a marqué 5 points.
Le banc des Spurs, 51. 51-5. Dans un match qui va en overtime. Ça vous montre le différentiel quand même de banc, quoi. Alors Et les après, 5 points, c'est Derek Fisher. Et les 5 points, après les Spurs, il faut quand même dire, les mecs faisaient starter Matt Bonner en 2014. Bon, hein, si ça c'est pas un peu du foutage de gueule aussi. Matt Bonner, légendaire, attends, mais le mec doit être, je crois qu'il est triple champion NBA. Non, il est double champion NBA, Matt Bonner. Mais bon, tu fais starter Matt Bonner en 2014. Bon, effectivement, quand t'as Boris Dio et surtout Manu Ginobili qui sortent du banc, forcément ton banc va marquer plus de points que celui de l'adversaire. Mais ça montre quand même que tu as un différentiel de 46 points entre les deux bancs. C'est beaucoup. On peut aussi parler sur ce Game 6 du fait que les Spurs, ce que tu avais dit Joël, prennent 16 rebonds offensifs quand OKC n'en prend que 7. Si vraiment on veut polémiquer, on peut parler des 34 lancers francs tentés par les Spurs aussi. Tu vois que KD... Bon, nous on entend 33, je suis mauvaise langue, mais tu vois que KD termine avec 3 fautes, Ibaka à 5, Reggie Jackson à 6, Ross à 5 aussi. Donc voilà, c'est plein de... C'était une série, en fait, c'était l'opposition de style. Honnêtement... D'ailleurs, regardez ces vieilles séries de playoffs, vieilles, c'est pas si vieux que ça, mais c'était des boucheries à l'époque, hein. Concrètement, ça allait au lancer, ça... joli. Enfin, comparé oui, au mais... milieu des années Non, 2000, mais je te parle... joli. Oui, mais ça allait quand même beaucoup plus au lancer, c'était archi physique, tu vois, là, pour avoir regardé certains passages, ça y allait quand même, tu vois, c'était... Et plus de post-up, plus de choses comme ça, c'était différent, ça a vite évolué quand Il y même. avait plus d'intérieur et Oui, c'est vrai aussi. Après, ça joue. je suis pas convaincu que ça allait plus au lancer. Hein. Parce que les arbitres, en 2022, ils sifflent beaucoup plus de trucs qu'en 2014. Mais Oui, c'est peut-être ça aussi, mais là, ça y allait pour des vraies choses. ouais, voilà. Mais ouais, mais c'était l'opposition de style à l'époque entre San Antonio et OKC. Et finalement, ah, vraiment, la courbe s'inversait au fur et à mesure des années, parce que j'ai envie de dire que San Antonio a toujours su trouver la réponse face à nous, mais finalement, si tu regardes série par série, on en a gagné 2 et eux, ils en ont gagné qu'une. Mais en tout cas, ouais, à l'ouest, c'était vraiment, pendant 3-4 ans, c'était vraiment, vu que les Clippers passaient leur temps à choke, les Clippers, quoi. Mais ouais, c'était vraiment OKC et San Antonio, les deux monstres de la conférence Ouest, pendant que de l'autre côté, t'avais LeBron, Dwayne Wade et Chris Bosh qui se disaient, bon, on va affronter qui, quoi. Qui roulait sur tout le monde. Et jusqu'à ce que les Warriors arrivent à l'Ouest quand même. Ils arrivent doucement, mais ils arrivent bientôt. Et 2013, déjà, ils font demi-finale de conf face aux Spurs. Et là, ils se font sortir par les Clippers au premier tour en 7. Ouais, donc ils arrivent doucement mais sûrement. Joël, peut-être juste, est-ce que dans cette série-là, avec ce qu'on a dit, cette manque de banc, voilà, est-ce que là, t'as pas un premier petit signal d'alerte où tu te dis, il faut que l'effectif évolue un petit peu, il faut peut-être que tu apportes un troisième joueur qui au moins peut être un minimum d'une menace offensive, parce que là tu l'as plus. Concrètement, t'avais Reggie Jackson, mais Reggie Jackson va pas faire long feu. Est-ce que t'as une petite sonnette d'alarme que tu dois tirer à ce moment-là et qui a été manquée du coup en plus? Pour moi, là, elle est pas tant sur le troisième homme capable de scorer, parce que les deux sont tellement forts que ils prennent tellement de place que laisser la place à une troisième personne, ça aurait été compliqué. Mais par contre, la profondeur d'effectif, tu le disais tout à l'heure, pour moi, elle est là, la sonnette d'alarme. À ce moment-là, tu dois clairement te renforcer au niveau du banc, parce que, bah, tu l'as dit Constant, 5 points sur un game 6 de demi de demi-conf, c'est pas possible. C'est pour moi la sonnette d'alarme qui est à tirer, elle est là, plus qu'un troisième joueur qui pourrait dominer en attaque, sachant que tu comptes quand même vachement sur le côté on va dominer en défense parce qu'on a Ibaka. Le problème, c'est d'autres solutions pour scorer, en sortie de banc notamment, parce que c'est vide et que bah au final en play-off, quand les deux ils ont joué 82 matchs avant, et bon, ils jouent pas 82 matchs, mais quand les deux ils ont une saison régulière dans les pattes et que derrière ils doivent s'enchaîner des playoffs où c'est eux qui ont toutes les responsabilités tout le temps, et c'est pour ça que d'ailleurs KD est MVP cette année-là, hein, c'est parce qu'il a beaucoup de, enfin, il a, je pense pas qu'il ait déjà eu une telle place dans une franchise
à part la nôtre en NBA, et il est tout simplement trop fort. Mais t'as besoin de faire souffler, t'as besoin que les joueurs ils jouent plus 31 minutes que 34, surtout quand c'est des joueurs comme KD et Russ. Et à la longue, tu te dis, il nous faut un banc, il nous faut quelque chose, au moins un sixième homme. Bah, tu parlais justement de la distribution des minutes là. Alors ça peut être une cause comme une conséquence, mais le fait qu'il n'y ait que 5 points marqués par le banc, c'est parce que si tu considères que en NBA, pour qu'un joueur fasse partie de la rotation, il faut qu'il ait joué 12 minutes, t'as deux gars qui jouent 12 minutes en sortie de banc sur ce Game 6. T'as Derek Fisher qui en joue 32, qui est considéré comme ton sixième homme. T'as Steven Adams qui joue 12 minutes 0,5. C'est globalement, toutes les minutes sont distribuées entre ton 5 majeur et Derek Fisher, quoi. C'est incroyable. KD 51 minutes, Ibaka 48. Non, mais c'est Voilà, incroyable. KD, il a loupé 1 minute 12 sur tout le match. Ouais, c'est Difficile de monstrueux. faire de la place au banc, hein. De l'autre côté, les Warriors, alors j'imagine, ouais, c'est Kawhi qui joue 44 minutes, mais sinon, t'as personne à plus de 40 minutes. Alors qu'à OKC, t'as littéralement 4 gars, ouais, t'as 4 gars qui jouent plus de 40 minutes. Ouais. Ouais, bah, c'est l'exemple même de ce qui manquait peut-être dans cet effectif-là pour aller plus loin. 2015 maintenant, bon celle-là ça va aller un peu plus vite, parce que 2015 c'est la saison loupée. Parce que là la saison se passe pas du tout comme prévu, puisque le Thunder finit 9ème à l'ouest, à égalité avec les Pélicans, et qui sont devant au tie-break, avec 45 victoires quand même. Les raisons de cet échec, bon, là, je vous laisserai la parole aussi, mais les blessures, KD est blessé au pied, il est absent un mois, puis après il est blessé à la cheville, puis au doigt de pied, puis après il a une autre procédure au pied, et il annonce la fin de sa saison en mars, donc globalement KD a presque pas joué de la saison et a très peu pu s'exprimer. T'as un Russ qui manque aussi 4 semaines parce qu'il est blessé à la main. Voilà, pas grand chose à faire sur cette saison-là, vu qu'il te manque, et vu tout ce qu'on a dit avant, vous comprenez que c'est compliqué avec l'effectif d'OKC de jouer quelque chose quand il te manque ces deux-là. Je pense quand même qu'à un moment on avait le sentiment qu'on allait se qualifier en playoff, et qu'arrivé en playoff, il y a KD qui allait revenir et Russ qui allait être pleine balle, et qu'en fait on allait être 8ème mais faire chier tout le monde. Bon, c'est pas arrivé, parce qu'il Après, y a quand eu tu vois la tronche du premier, bon, Ouais, t'as je veux pas bien trop que tu envie. le fasses chier, mais Tu le fais pas chier T'as pas trop longtemps. envie. Ouais. Et qu'est-ce que cette saison-là, qu'est-ce qu'il y a à en tirer peut-être, et pour vous, qu'est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses qui ont pêché sur cette saison-là et qui ont empêché au moins de se qualifier en playoff. Bon, à part ce fameux shoot d'Anthony Davis, improbable, mais bon, il y a peut-être d'autres éléments. ouais. Ouais, franchement, non, c'est les blessures, c'est les blessures. T'as Russ qui se pète au bout du deuxième match. KD, déjà, il joue que 27 matchs. Et il loupe le début de saison. Donc déjà, je sais même pas combien de matchs KD et Russ ont joué ensemble, mais vu que les deux étaient blessés quasiment sur des timelines différentes, ils ont pas dû en jouer beaucoup ensemble. Ce qui a donné des situations incroyables où c'était Perry Jones qui mettait des matchs à 30 points. Déjà, c'est peut-être ça le problème, hein, c'est que quand Perry Jones met des matchs à 30 points, c'est que t'es pas forcément une équipe parée pour aller jusqu'au mois de juin. Non, les blessures. Quand tu vois le roster, t'as André Robertson qui commence à prendre beaucoup de place, mais t'as quand même toujours ces petits problèmes de profondeur de banc. Là, je vois du Sébastien Telfair en sixième homme, je vois du Lance Thomas. Bon, ça, c'est pas des trucs qui font spécialement rêver, donc non, ton effectif de toute façon n'était pas meilleur que celui de 2014, et en plus, tes superstars sont blessés, donc même si tu t'étais qualifié en playoff, allez, on va dire, allez, imaginons que, non mais, imaginons que KD et Russ font une saison complète en bonne santé. Tu vas pas chercher les 67 victoires que font les Warriors en régulière cette année-là, et tu vas pas les taper non plus, donc ouais. Bon, je pense pas, non. Je pense que t'es pas forcément mieux équipé que l'année d'avant, même avec Russ et KD au complet, effectivement. Avant de te laisser la parole, Joël, moi, il y a un truc qui m'embête, en fait, sur cette saison-là, c'est que là, le but, pour moi, il aurait dû être de développer des joueurs vraiment au maximum, un peu comme ce qu'ont fait les Warriors l'année dernière, ou il y a 2 ans, selon comment on compte, où, ben ouais, tes stars sont pas là, pourtant tu reposes presque tout leur jeu sur eux, mais du coup, on va essayer de développer des mecs qui seront utiles dans le futur quand tout le monde sera là. Ça a été le cas un petit peu pour André Robertson, tu l'as dit, un peu constant, qui va gagner en puissance et qui sera super important par la suite.
T'as eu du Enes Kanter qui a eu beaucoup de ballons, on en reparlera aussi du bon vieux Enes sur 2016 qui sera là. Mais le reste, bah encore une fois, Lamb se développe pas comme tu peux espérer. Tu as un Perry Jones, tu l'as dit, qui fait des gros matchs, mais au final, l'année d'après, tu le vois plus, et c'était juste un feu de paille, voilà, que tu t'en tireras pas grand-chose. T'as pas grand monde, en fait, qui va s'exprimer dans cette équipe-là, et tu te dis, ah ok, lui, ça sera un futur role player pour l'année prochaine. T'as fait venir Anthony Moreau, on en reparlera aussi de lui pour 2016, qui apporte pas tant que ça. Non, c'est ça qui m'embête un petit peu, moi. T'as un Kai Zingler, là, que tu payes cher et qui est là. Enfin, il y a pas mal de trucs qui m'embêtent dans cet effectif. Puis t'as des trades en cours de saison. T'as des trades en cours de saison, ouais. T'as le trade de Reggie Jackson et tu récupères Dion Waiters en cours de saison, si je dis pas de bêtises. Ça, et ça, on en parlera en 2016, parce que Dion, incroyable. Ouais. Mais, non, mais on en parlera, mais tu vois, moi, c'est ça qui m'embête un petit peu. C'est que tu pouvais te servir de cette saison-là comme d'un tremplin pour certains joueurs, et ça a été trop maigre pour moi, la réussite de ça. Bah, vous l'avez bien dit, de toute façon, je pense pas qu'on tapait les Spurs dans tous les cas cette année, même avec, enfin, même si on récupérait KD en fin de saison et qu'on s'était qualifié en playoff, il y a aucun monde, selon moi, dans lequel on tape les Spurs. Et après, puis, les Spurs, ils se font taper au premier tour, hein, mais c'est les ah oui, Warriors cette année. les Warriors. Je sais pas pourquoi j'ai dit les Spurs depuis tout à l'heure. T'es habitué, c'était les autres ouais, années. les autres années, exactement. Ouais, les Spurs, ils se font taper au Game 7 au premier tour sur un shoot de Chris Paul, quasi au buzzer. Ce qui arrive rarement. Ah bah ouais, là, les fans de Phoenix, là, pour le coup, bon. Mais ouais, l'équipe s'est pas renforcée, on a développé personne, les blessures sont récurrentes, et puis enfin, on va le voir très prochainement, mais on arrive au bout de Scott Brooks doucement. C'est la dernière saison. Ouais, je t'attendais un peu sur Scott Brooks. Ouais, j'ai été très discret jusque-là, j'avais pas envie de manifester ma haine envers lui, mais enfin, on parlait de la série face aux Spurs, par exemple, l'année d'avant, le manque d'ajustement est clairement présent, et la différence entre Scott Brooks et Greg Popovich, c'est bon, je peux ne pas terminer ma phrase. Mais pour ce qui est de non, mais sinon je vais être méchant envers Scott Brooks. Mais pour ce qui est de même cette saison régulière, bah on a l'impression de voir du Russell Westbrook sans qu'on laisse la place à quiconque à côté. D'ailleurs, il est meilleur marqueur de la NBA, je crois, cette saison-là. Ouais. Il est MVP du All-Star Game aussi. Oui. Mais... Non, mais c'est vraiment, pour moi, j'en parle souvent, mais pour moi, 2015, c'est l'éclosion. Avant, Russ était toujours un peu dans l'ombre de KD. À partir de 2015, il est vraiment dans les discussions MVP, il commence à y avoir du triple-double de partout. Pour moi, c'est vraiment l'année où on s'est dit le Thunder a 2 joueurs calibre MVP dans son équipe. Ouais, puis, ouais, non, Russ est vraiment très très fort cette saison-là. Mais quand t'es le coach, tu sais que tu vas avoir que KD va avoir du mal à revenir, etc. Tu dois t'ajuster, tu dois essayer de responsabiliser d'autres joueurs pour l'année d'après. Et clairement, ça n'a pas été fait. Et au-delà du fait d'aller en playoff ou non. Le seul qui a vraiment profité, je pense, offensivement, c'est Kanter. Genre vraiment, je pense qu'il avait tous les ballons. Ouais, mais après, il prend tous les ballons à partir de là. Waiters en profite un petit peu aussi. Mais comme vous l'avez dit, après, Ross capte beaucoup l'attention. 28-8-7 sur la saison. Ça commence d'être solide même dans les standards de Russ. Ouais, mais moi, je peux que confirmer ce que vous dites. Hein. T'aurais pu proposer autre chose sur cette saison-là, te mettre un peu plus en mode formation, essayer de faire d'autres choses offensivement, voilà. Et là, on est tombé dans le tout Russ, ce qui sera ce qu'on reverra, hein, bien entendu. Mais ouais, tu avais peut-être moyen de faire autre chose. Du tanking, tu voulais dire.
Parce que tu parlais des Warriors il y a 2 ans. Est-ce que t'avais ton choix de draft l'année d'après? Oui, bah oui, en plus, je suis bête. Oui, Ah oui, parce que qui ça devient El Famoso. Ouais, ah bah bien sûr, Cameron Payne, légendaire. Bah t'aurais pu tanker, hein, franchement. On va en parler tout de suite de Cameron Payne, je pense, parce qu'on va parler de 2016, qui là va être très intéressant, je pense. 2016, c'est la dernière chance, on va l'appeler comme ça. KD est free agent, l'intersaison qui suit. C'est un peu la saison, bah, du coup, qui ressemble à ta dernière chance d'aller avec ce groupe au bout, parce que tu sais pas ce que KD va faire, tu sais pas comment ensuite ça va continuer. T'as cette incertitude qui règne toute la saison. T'as un petit move de Presti, comme on l'a dit, Billy Donovan arrive, Scott Brooks s'en va. Billy Donovan, quand même, coach rookie qui arrive dans cette situation, c'est pas super cadeau, on va être honnête. Je pense que ça n'a pas aidé à prolonger KD, ouais, l'arrivée de Billy Donovan. Tu fais venir un coach inexpérimenté en NBA. Bon. Et on débattra de s'il a fait du bon taf ou pas d'ailleurs sur cette année-là. Mais c'était un gros pari, un peu risqué. Tu finis 3ème à l'ouest, 55-27. Mais même si t'as les Warriors qui font la meilleure saison de l'histoire, même si t'as des storylines là cette année avec la retraite de Kobe, il y a eu plein de choses cette année-là. C'est une année saison incroyable. assez exceptionnelle. Ouais, saison incroyable. J'ai l'impression dans mon souvenir, notamment quand on en parlait chez Doc Hebdo, que OKC avait un peu un statut d'outsider. Et tu te disais qui c'est qui peut embêter les Warriors, et on revenait quand même souvent dans la conversation, et on en parlera ensuite de pourquoi, et c'est d'ailleurs un truc qu'on n'a pas abordé sur tous les années, mais qui pour moi était constant ces années-là, c'est l'impact physique. On va y revenir. Premier tour, tu sors facilement les Mavs, ça devient régulier, j'ai l'impression. Tu sors ensuite les Spurs en 6 au 2e tour dans une série. Ouais, les arbitres se sont pas illustrés sur cette série. Puis là, pour le coup, Billy Donovan nous sort une tall line-up avec Kanter et Adams qui fait très mal aux Spurs. Incroyable. C'est son death line-up, c'est incroyable. Ouais. Et tu arrives à la série, bien sûr, face aux Warriors, que là, personne a oublié. Tu mènes 3-1, tu t'écroules, t'as ce fameux match 6. Est-ce que... Alors, moi, j'ai le sentiment depuis toujours que ce match 6, c'est celui-là c'est là où tu perds. Pour moi, le 7, il était déjà perdu avant presque d'aller là-bas. Tu joues tout au 6 pour moi quand tu arrives là. Je sais pas si c'est votre sentiment aussi, mais pour moi, c'est ce match-là où tu passes à côté, alors que moi, je le dis là pour avoir regardé plusieurs matchs de la série, OKC était meilleur pour moi sur l'ensemble de la série, concrètement. Ouais, mais le momentum change totalement à ce moment-là. Ouais. Ce Game 6 réveille les mecs fatigués qu'on était en train d'affronter. C'est que les Warriors, ils étaient au bout parce que leur saison régulière est absolument historique, c'est la meilleure de tous les temps. Mais ils sont cramés, et on va le voir en finale par la suite, mais ils sont cramés, ils ont un sursaut d'orgueil, mais physiquement ils tiennent plus, et du coup... Et c'est pour ça qu'on était l'un des pires match-up pour eux, parce que physiquement, même si on joue small ball, on peut les détruire. Pour moi, c'est 2016 où physiquement tu roules sur tout le monde. Parce que les autres années, tu vois, quand t'affrontes, je sais pas, le Heat en finale, tu les défonces pas physiquement. Quand tu joues le Grit and Grind de Memphis, tu les défonces pas physiquement. Par contre, quand tu joues les Spurs, encore plus les Spurs de 2016. D'ailleurs, les Spurs, ils font 67 wins en saison régulière, ils font un 41 à domicile. C'était déjà un mini-exploit que OKC élimine les Spurs d'ailleurs, parce que je me souviens très bien, parce que je suivais la NBA à cette époque-là, je me souviens très bien que les favoris en mid-conf, c'était pas OKC, c'était clairement les Spurs. Ouais, mais là, encore une fois, je reviens à un épisode qu'on avait enregistré à Dunk Hebdo, où le Thunder est mené, et en fait, t'es en mode ouais, mais genre sur le match 1 et tout, enfin... Tu te dis, ok, si les tirs tombent dedans et s'ils jouent à peu près comme ils l'ont fait là, ils peuvent les sortir. Ouais, mais le 1 et le 2, alors, excuse-moi. On gagne le 2. Mais tu vois, tu te dis, bon, bah en fait, tu fais ça, tu peux les sortir alors que tu te mettais pas forcément favori, parce qu'encore une fois, il y avait cette dimension physique, je pense, qui effrayait beaucoup de monde et qui donnait espoir à pas mal de fans, parce que là, on en parlera, mais la série contre les Warriors, quand ça se met à défendre au match 3 et 4, franchement, j'ai rarement vu ça.
où t'as tout le monde qui est archi concerné. Il y a des situations où tu fais faire 24 secondes aux Warriors. J'ai regardé, j'ai dit c'est pas possible. Et genre tu coupes toutes les passes, tu switches quand il faut, tu communiques super bien, t'as Ibaka qui arrive toujours en second rideau, t'as Russ qui gagne des ballons et qui est concerné, qui fait un peu moins n'importe quoi. Enfin, Tu les il y a des démontes au moments... rebond. Ouais, c'est ça. Ça, j'y reviendrai aussi, mais tu les détruis. Franchement, physiquement, tu les détruis. Ce qui n'était pas surprenant, faut être honnête. Non, du tout. Moi j'ai le souvenir d'une grosse série d'André Robertson aussi, même offensivement. Même offensivement, tu vois, le Game 4 par exemple, le mec est en 17 points, 12 rebonds, 3 passes, 5 interceptions, 2 contre. Ça va, c'est un petit match pour André Robertson, globalement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il met un peu de dents sur cette série alors qu'il est laissé ouvert, et il est super bon sur tout ce qui est cut, rebond, etc. Il les fait bien chier. Tu vois, André Robertson. Après défensivement, voilà, c'est un des premiers problèmes, moi, qui arrive sur le Game 6, c'est que il y a des moments, il prend par Klay Thompson, on le passe, bon c'est normal, je peux pas le défendre indéfiniment, mais il est en fall trouble tout le match 6, il a 5 fautes, notamment au début du 4e quart-temps, et ça pose problème parce que c'est Anthony Morrow que tu mets sur le terrain, parce que déjà que tu fais jouer Randy Foye un petit peu, etc. Ça devient compliqué, et il te manque cruellement en fait sur certains passages du match 6, mais ça c'est bah, tu fais avec les fautes. Mais ouais, Robertson a mentionné, effectivement. Non, après, il y a tant de choses à dire sur cette série face aux Warriors. Je reviendrai déjà sur ce que vous avez dit en préambule. Pour moi, ça n'est pas terminé au match 6. Okay. Tout simplement parce que t'es à plus 13 au Game 7. T'es devant à la mi-temps. Alors, je veux bien que le momentum ait complètement changé. Mais c'est pas comme si au Game 7, tu vois, t'as pas fait une Phoenix Dallas cette année. Tu prends pas un moins 40 dans le premier quart. T'es à plus 13, t'es devant à la mi-temps, pour moi t'es dans le match. Alors après, oui, tu le perds, mais je pense que t'avais pris un coup de massue, mais t'avais pas pris non plus le coup de grâce après ce Game 6. Alors bien évidemment, tu gâches ton opportunité la plus grosse. Mais pour moi, c'était pas non plus mort de chez mort. Après, pour le reste, pour moi, t'as l'effectif pour taper ces Warriors. T'as l'effectif. 2015-2016, on me dira ce qu'on voudra. Pour moi, c'est la meilleure version ever de Russ. Saison MVP, tout ce que vous voulez. L'année prochaine, c'est la version de Russ où il est le plus concentré défensivement, où il fait le moins de conneries, où il est le plus en réussite, notamment au niveau de ses drives. Voilà, après... D'ailleurs, regardez juste comment Russ joue à cette époque-là. C'est pas le même joueur. Hein. C'est physiquement... Enfin, je me rendais pas compte du déclin. Bon, tu t'en rends compte, mais genre là... La vitesse où ça va, les changements de position en l'air, etc., c'est un délire. C'est le joueur le plus athlétique de la ligue. Hein. Il y a LeBron quand même. Non, mais avec si tu prends la dimension par rapport à sa taille, tu vois, mais il va si vite. Enfin, ok, LeBron est 1000 fois plus puissant, mais lui est 1000 fois plus rapide, tu vois. Ouais, mais après LeBron athlétiquement, c'est quand même quelque chose aussi. Hein. Enfin, en tout cas, si tu le compares à LeBron, c'est une bonne nouvelle. Oui. Ah bah oui. Et ce qui a posé problème aux Warriors aussi un petit peu, c'est que genre, tu prends un panier et t'as l'autre fou furieux qui qui fait la remise en jeu, qui part pleine balle et qui va t'agresser le cercle, enfin, à la vitesse de la lumière en fait. Et ça, c'est pénible pour les Warriors qui doivent compenser physiquement, qui eux déjà font énormément d'efforts sur cette année-là à courir en contre-attaque, et ce qui nous fait très mal. Et donc du coup, si derrière t'es capable de répondre toi aussi directement, tu leur enlèves un petit avantage. Mais ça n'a pas été toujours le cas sur la série après. Bien sûr, et puis faut pas oublier que Rust fait gagner le Game 1 en seconde mi-temps quasi à lui tout seul à Golden State. Hein. Il fait un Game 1 en seconde mi-temps, il est exceptionnel. Non, après, qu'est-ce que vous voulez dire enfin, pour moi, le principal problème, c'est l'exécution. Enfin, regardez le 4e quart du Game 6. Le nombre de ballons perdus par Russ et KD. Je veux bien que Klay Thompson prend feu, hein, mais le nombre de ballons perdus, c'est dur. KD est pas bon. Sur la fin de série, KD est pas bon. Il est bon sur le Game 7, mais il prend 10 tirs de moins que sur le Game 5 et sur le Game 6. Lui, mentalement, avait peut-être déjà un peu quitté. Mais ton duo, Russ-KD, sur le Game 7, sur le Game 6, pardon, il est à 1 sur 13 à 3 points. Et là, on peut commencer à parler des problèmes de tir.
Parce que d'un côté, bon bah t'as Klay Thompson qui en met 11. Mais les Warriors, ils sont à 21 sur 45 à 3 points sur le Game 6. Game 6. 21 sur 45, ça fait quasi 50%. L'autre côté, OKC est à 3 sur 23. 3 sur 23. Enfin, je parlais tout à l'heure de l'écart entre les points marqués par le banc de San Antonio et les points marqués par le banc du Thunder. Là, c'est pareil, t'as 18 3 points d'écart. C'est pas possible. 18 3 points d'écart. Et réussi, hein, pas tenté. Hein. Là, pour le coup, t'es arrivé à une certaine limite du tout athlétique, oui. Mais le tir à 3 points, du coup, ne suivait absolument plus. Oui, et puis le banc suit toujours pas, d'ailleurs. Ah, Enfin, il n'y a moi, pas y de a profondeur, il y a Dion Waiters, quoi. Bon, alors, on va en parler du banc. Pour moi, c'était quand même le plus équipé depuis un petit moment pour OKC. T'as Dion Waiters qui fait pour moi de super playoffs. On en a reparlé, je ne sais plus quand. Tu vois, il t'apporte quand même des fois ce que t'as besoin. C'est-à-dire, il défend fort. Des fois, il peut un petit peu créer. Bon, c'est limité, mais pour lui-même. Et il est capable de sanctionner de loin, notamment sur la série contre les Warriors. Je pense qu'il est plutôt à droite, j'ai pas les chiffres, mais je pense qu'il Pas est sur le Game plutôt 7. dedans. Pas sur le 7, pas sur le 7, sur ceux d'avant un peu mieux. Mais Ouais, tu vois, non. je trouve que en sortie de banc, c'est décent comme solution. Bah, c'est quand même le seul Ah, qui joue. Hein. ouais, t'as un petit peu de Randy Foy, qui lui devait être un espèce de free and D, mais qui avait tellement peur de jouer en playoff qu'il prenait aucun tir, quasiment. Je crois, c'est le Dion plus... Waiters est à moins de 32% à 3 points sur la série. Ah ouais, bah tu vois, parce que sur les matchs où... Alors, c'est peut-être C'est tu le vas 4 peut-être où il met m'éclairer. un peu dedans. Ouais, mais c'est que j'ai l'impression en fait que quand OKC marchait bien, lui il avait un gros impact, et peut-être que quand ça a moins marché, justement il tombait un peu avec l'équipe, c'est peut-être... Mais tu vois, pour moi c'est pas lui la problématique en sortie de banc en tout cas. Un Randy Foy apporte très peu, et joue peu. Canter, il y a un débat. Parce que il se fait ouvrir en deux concrètement en défense. Dès qu'il y a un switch, sachant que t'en fais pas mal, Adam se débrouille. Bon, après, c'est Warriors en face, donc c'est compliqué, mais il se débrouille. Canter, il est à la rue, mais complet, sur plein de situations. Et en fait, à partir du moment où tu le sers pas en attaque, et il t'apporte pas assez offensivement pour que tu justifies sa place sur le terrain, vu le handicap défensif. Là où, par exemple, c'est le 7 ou c'est le 6, on en a parlé en off, en plus Constant juste avant, c'est son meilleur match de la série parce qu'il met des tirs, parce qu'on le sert un petit peu, et ça aurait pu être d'ailleurs une solution pour s'éloigner un petit peu du tout KD, tout Russ qui est sur cette série flagrant, encore une fois, parce que t'as un Ibaka qui a encore moins de ballons, t'as un Adams qui ramasse les miettes. Concrètement, les deux tirs créés et les autres ramassent l'air bon, ou font des cuts. Voilà, concrètement, c'est ça le jeu offensif. Ouais, où Ibaka prenait des 3, quoi. Et, oui. Ouais. Ça, c'est la transition de Serge Ibaka. J'arrête le mid-range et je prends que des 3. Et moi, après, il y a un dernier point là qui pour moi était archi important sur la série, peut-être même deux. Le premier, c'est qu'en fait, face à ces Warriors-là, t'es dans une guerre psychologique, mais un peu contre toi-même, où dans le sens, tu dois être constamment concentré et constamment concerné pour ne pas leur laisser de transition et de panier facile à 3 points. Typiquement, le dernier 3 points de Klay Thompson dans le match 6, t'y es plus. Tu vois, tu perds un ballon, tu reviens pas assez fort, Klay Thompson il te sanctionne alors qu'il est super chaud et tu ne sors pas. Voilà, c'est ce que tu veux éviter absolument avec ces Warriors-là, avec les espèces de runs au troisième quart-temps où ils gagnent des ballons, ils courent et ça sanctionne dans tous les sens. C'est ce que tu veux éviter au maximum, et ce qu'OKC a très bien fait sur chaque match gagné concrètement. Et après, l'autre gros point, c'est, Joël l'a dit, c'est la guerre au rebond. Quand tu les domines vraiment au rebond, tu gagnes les matchs. Quand c'est équilibré, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et t'ajoutes à ça aussi en termes de turnover, si vous regardez les matchs, concrètement quand OKC gagne, il y a moins de turnover, plus de rebonds, et quand OKC perd, c'est très serré avec les Warriors, voire OKC dans le négatif. Ça jouait que là-dessus, c'est pour ça qu'on a parlé de cet aspect physique, c'est que il fallait que tu les détruises dans la raquette, concrètement. Mais moi, ce qui m'interpelle là, c'est que tu parlais du fait que tout passait par KD et Russ. Du côté des Warriors, c'est quasiment la même chose en termes de scoring, je parle, hein, parce qu'en termes de création, t'avais Draymond Green, mais t'as Draymond qui a 11 points, et t'as 3 joueurs à plus... OKC a plus de joueurs à plus de 10 points de moyenne que les Warriors. Ça, fallait quand même la sortir sans perdre une dent.
T'as Harrison Barnes qui a 8 points par match. Ah bah, Harrison Barnes, il est fantomatique sur la série. Oh bah attends, et les finales 2016 d'Harrison Barnes, ça aussi c'est à montrer dans toutes les écoles de fantômes. Mais forcément, quand ils sont passés d'Harrison Barnes à Kevin Durant, bon, ils étaient un poil plus forts en finale. Mais voilà, t'as Steph Curry qui a 28 points, t'as Klay Thompson qui a 25 Klay Thompson. T'as les deux qui sont à 41% de réussite à 3 points sur la série. Bon. Ça n'aide pas. Curry, t'as l'impression qu'il fait une petite série en plus. Ouais, mais il a 28 points, 6 rebonds, 6 passes, 2 interceptions, à 44% au tir et 41% à 3 points. C'est une Après, grosse série. Tu vois, j'ai l'impression quand même que les Warriors étaient plus équipés sur le banc, avec notamment quelques vétérans. Tu vois, un Iguodala archi précieux et permet de faire la def line-up, etc. Mary Space qui joue un petit peu, t'as du Ezeli qui joue un petit peu, t'as Livingston qui est là, t'as Barbosa qui est là, t'as des joueurs quand même qui tiennent un peu la route. Et là, moi, le sentiment ensuite que j'ai sur la série, c'est qu'OKC s'est constamment adapté à ce que faisaient les Warriors. Là où les Warriors, ils ont dit, quoi qu'il arrive, on joue, de toute façon, on sait faire que ça, on joue sur ce qu'on sait faire. Tu vois, ils ont mis les main line-up, ils ont joué leur def line-up, ils ont joué, voilà. OKC, c'est un peu plus cherché pour moi sur la série, sur est-ce que tu joues grand face aux petits Warriors, est-ce que toi aussi tu joues small ball avec Ibaka en 5, est-ce que tu joues à 3 guards, on l'a vu un petit peu à certains moments, t'avais Russ Foy Waiters, je crois, sur le terrain. Tu vois, il y avait plusieurs trucs comme ça où, pour parler de Donovan, il a coaché correctement parce qu'il se fait pas out-coacher par ces Warriors-là. Concrètement, tu mènes 3-1, si ça exécute bien la fin de match et que tes stars font pas nimp, tu passes en finale. Face aux Spurs, il est exceptionnel. Il gagne le match-up des coachs. Ouais. Donc tu vois, j'ai du mal à lui tirer dessus là-dessus, mais t'as été beaucoup dans l'adaptation. T'as pas su imposer ta patte, à part peut-être un peu physiquement sur certains matchs, sur les matchs à OKC notamment, le 3 et 4. Et le reste, j'ai un peu plus Ouais, c'était plus compliqué d'imposer ta patte, quoi. Je sais pas, moi je l'ai pas trouvé mauvais non plus. Enfin, clairement, il est pas, pour ce qui est de Donovan, hein, il est pas ridicule et quand t'as eu Scott Brooks les années d'avant, t'es limite en mode un coach, ça fait du bien. Mais mais en même temps, il pouvait pas faire grand chose d'autre. Il a passé son temps à s'adapter, mais ça a plutôt bien marché. Au final, tu vas quand même en 7 face à la meilleure équipe de régulière tous les temps. C'est pas la pire saison qu'on ait vue dans l'histoire. C'est simplement avoir mené 3-1 et se faire remonter. C'est peut-être les qualités de meneur d'homme qui sont problématiques, ou je sais pas, ou peut-être de leader de son vestiaire vu qu'il est arrivé récemment. Enfin, il y a plein de choses aussi qui peuvent jouer là-dedans. Toujours est-il que il est pas ridicule face à Steve Kerr, il se fait pas out-coacher comme tu l'as dit, et pour moi le problème c'est que on n'avait pas offensivement d'identité comme les Warriors. Les Warriors ont leur identité et du coup on s'adapte à eux. Nous, notre identité c'est passer la balle à Russ et KD, ce qui a plutôt bien fonctionné mais a eu ses limites. Pour moi, tu la perds plus tout seul, cette série, hein. Franchement. Pour moi, je pense que tu l'as dans les mains. Hein. Pour moi, on est meilleur que. Pour moi, oui, t'as les clés. Hein. Oui, tu peux les battre. Tu peux les battre. Hein. Et tu perds tout seul. Hein. Franchement, sans renier quelconque mérite aux Warriors, hein. Bravo pour revenir 2-3-1 comme ça. Hein. Bon, après, ils ont vécu la même chose 2 semaines plus tard. Mais bravo pour revenir 2-3-1 et tout. Mais mentalement sur le 6, les Warriors solides, hein, parce que t'es mené tout le match, il y a des moments où tu commences à être à moins 13, et OKC galère un peu à tuer le match, et fait des erreurs qui leur permettent de se remettre dedans, enfin, ils ont été à l'affût tout le long. Mais, bien sûr, un match de traînard. Un match de traînard par excellence. Je me souviens très bien, et ça c'est une expérience, c'est un ressenti personnel, je me souviens très bien, je sais plus très bien quand c'est, je crois que c'est dans le deuxième quart, OKC doit être à plus 10, il y a un 3 de Serge Ibaka, grand ouvert dans le corner. Je m'étais dit, s'il le rentre, celui-là, c'est fini. Et il l'a loupé. Serge Ibaka. Ouais, je me rappelle très bien vraiment de voir le match en direct et de me dire, s'il le plante, celui-là, c'est fini.
Il l'a pas mis. Mais bravo aux Warriors, mais je peux pas m'empêcher de penser que Casey perd cette série quand même un peu tout seul. Ou si les Warriors la gagnent, ils ont quand même été bien aidés par le Thunder, parce que comme l'a dit Joël, tactiquement, sur le Game 6, il change rien, quoi. Comparé au Game 3, comparé au Game 4, alors après tu peux rentrer dans le détail, mais globalement la philosophie de jeu elle reste la même. Et vraiment, t'as juste Klay Thompson qui prend feu, quoi. T'as Klay Thompson qui prend feu et Klay Thompson qui t'empêche de donner le coup de grâce. Enfin, on en parlait en off juste avant. Klay Thompson, il y a une action où Casey est à plus 7. Klay Thompson, il est 4 mètres derrière la ligne à 3 points, il a Russ sur lui. Il pose même pas un dribble, ses appuis au niveau des pieds ils sont faits n'importe comment, il fait ficelle, quoi. Il y a un moment on peut parler tactique tout ce qu'on veut, mais quand t'as un mec qui plante un record de tir à 3 points réussi en playoff, et ce qui est toujours d'ailleurs le record, tu peux faire ce que tu peux, mais Klay, enfin voilà, Klay Game 6, il est né ce soir-là. Et c'est pas pour rien. Non, il est incroyable. Tu l'as laissé un ou deux tirs ouverts, mais alors il y en a, comme tu l'as dit, tu peux rien faire, rien dire, quoi, concrètement. C'est... Après, on peut retomber sur cet aspect physique où tu pouvais peut-être un peu plus dominer au rebond sur ce match-là, tu pouvais peut-être un peu plus rentrer dans les Warriors physiquement, mais je pense que même Après, sur ce match-là, Klay, pas on en a fin de envoyé match... des gars. Hein. Ouais. Bah. Mais je pense que physiquement, même sur ce match-là, tu fais le taf, en fait, pour moi. Tu sais juste que t'as des petites erreurs, des détails, et un Klay qui est légendaire, faut le dire, et qui est... Joël, est-ce que t'as d'autres, toi, points qui te chagrinent un petit peu sur cette année-là? Non, bah c'est le craquage mental d'OKC. Et au final, en y repensant, tu te dis que c'était soit ça passait, soit ça cassait, parce que je pense que si on passe ces Warriors, on est champion derrière. Je pense Alors, on qu'on va pas tape être ces caves. d'accord. Moi, je pense qu'on tape ces caves. Je pense que la série, elle est épaisse derrière, mais Ah, ça aurait été chaud. je dis pas qu'elle est gagnée facilement. Je dis que si on arrive à taper la meilleure équipe de tous les temps en régulière, mentalement, il y a rien qui nous arrête, je pense. Ouais, Même pas alors, les Browns. le niveau des Cavs cette année-là, le niveau de Kyrie, le niveau de LeBron, lol. Mais même le niveau de Après, Kyrie. après, moi j'ai toujours dit, en fait, on avait une construction d'équipe, bah t'aurais eu duel Ross Kyrie, duel KD LeBron, et après qui s'exprime autour, tu vois. Ça fait pas du tout comme les Warriors Bon, où ils ont t'avais Kevin deux Love équipes quand même. complètement Ouais, mais est-ce qu'avec Ibaka et Adams on peut répondre? Oh. Ouais, t'aurais eu une bataille Tristan contre Steven Adams sous le cercle. Ce qui aurait été une belle bataille. Après, les Cavs n'avaient pas de banc non plus, ils avaient Mo Williams. Ils avaient Richard Jefferson. Mais ouais, ça aurait été vraiment un duo, quoi. Ça aurait été Ça aurait été une duo belle série, contre en tout duo, cas. quoi. Ça aurait été n'importe. Les deux, ils auraient tourné à 60 points de moyenne par duo, ça aurait été n'importe quoi. Ah, on aurait eu des... Bon, et de toute façon, ils ont déjà... Cette année-là, Kyrie et LeBron tapent déjà le record de points Ils mettent, par un duo en finale. ils mettent 41 points tous les Ouais, deux sur un 41 game 5 chacun, de ouais. finale, quoi. Mais c'est pour ça... Franchement, les finales de LeBron, enfin, c'est... Le Non, mec mais est leader en points, en rebond, en passe, en interception, en contre des deux équipes, quoi. Donc, LeBron 2016, même Kyrie 2016, c'est une dinguerie. Donc, je pense qu'il y aurait eu bataille, mais je me dis que les Cavs, ils auraient été en mode attends, c'est pas les Warriors là qu'on doit jouer en finale en NBA. Ouais, Je pense que on peut eux pas le aussi laisser auraient eu passer. un boost supplémentaire, ouais. Ouais. je sais pas, je suis pas... Pour moi, je pense qu'on finit par la gagner, cette série. Parce que t'as tapé les Warriors. Peut-être il y a jamais eu... Enfin, dans un monde parallèle, dans un univers parallèle où le Game 6 clé n'existe pas, peut-être que KD se dit... c'est ma chance, je suis face à LeBron, je vais y aller, je vais tout donner, et je vais être le KD qu'on va voir les 2 années d'après, tout simplement. Ouais, je sais pas. Parce que LeBron, il pourrait aussi se dire ouais, c'est ma chance. Hein, C'est du what if. Après, Non, t'arrives bien à ce sûr, c'est moment-là, du what if. t'as un duel LeBron-KD, ça ressemble quand même aux deux meilleurs joueurs du monde qui s'affrontent quand même. Hein. Bah, Tu peux- 2016, il n'y avait pas de débat, c'était eux les deux meilleurs joueurs du Après, monde. après t'avais quand Ouais, même il y a Curry Curry, qui fait des trucs exceptionnels, mais
Oui, mais Curry était exceptionnel, mais on disait les 2 meilleurs joueurs du monde, ça restait quand même LeBron et KD. Il y avait toujours cet impact-là, ouais, effectivement. Pour moi, t'avais ce duel-là à ce moment-là. Mais ouais, je sais pas, hein, ça aurait été une série complètement différente de ce qu'on a vu. Et c'est dommage qu'on ait quand même pas eu une... Bon, après, il aurait fallu aller en finale, mais juste une autre finale LeBron contre le Thunder. Tu vois, on a eu que 2012 qui était très tôt, mais juste tu vois, un KD Thunder contre LeBron, Heat ou Cavs. Ouais, ça aurait été quelque chose quand même d'assez exceptionnel, je pense. Ouais, d'autant plus que les finales 2012 de KD, c'est solide. Hein. Je crois qu'il a 32 points de moyenne. Les finales 2012 de KD. Enfin, KD a toujours bien réussi face à LeBron en finale. Et inversement, hein, faut quand même pas déconner. Mais 2017, tu lui fous 35 points sur la tronche. 2018, il est très bon. Mais déjà en 2012, il montrait qu'en finale, en tout cas, il était capable de tenir la dragée haute à LeBron. Ouais, puis c'est un peu pour ça que je disais que dans un monde où on bat ses Warriors, pour moi, on peut battre ses Cavs. Je dis pas que c'est fait les doigts dans le nez, t'affrontes LeBron James et Kyrie Irving. C'est jamais fait. T'affrontes LeBron James surtout, quoi. Kyrie quand même. Cette non, année-là. Il fait des finales il est extraordinaire, mais c'est le meilleur meneur des finales. Y a pas de débat, mais... Tout à fait d'accord avec ça. Juste les stats de 2012, là on en a parlé un petit peu derrière tout le temps, un petit peu, on rappelait ça. KD, c'est 30 points, 6 rebonds, 2 passes à 54, presque 55% au tir, presque 40% à 3 points. Russ, c'est quand même en 27-6-6. Ouais, par contre, il a 13% à 3 points. Hein. Après, il en prend 22. Ouais, bon, quand même un petit peu. Ouais, non, c'est beaucoup. Et après par contre, derrière, Harden est à 12, avec des pourcentages aussi pas exceptionnels, et t'as plus personne après concrètement. Ouais, c'est Harden qui passe à travers les finales. Mais et c'est d'ailleurs, voilà, dans cet épisode spécial trade d'Harden, on pourra en parler de ça, mais à l'époque, Harden passe à travers ses finales complètement. Non, messieurs, juste pour finir, du coup, pour vous, s'il y avait une année où le Thunder aurait dû aller au bout, avec toutes celles qu'on a évoquées, c'était laquelle ? Est-ce qu'il y en a une ? Pour moi, c'est 2016. Pour moi, c'est 2016 parce que t'as vraiment moyen de tâter les Warriors et cette équipe est tellement légendaire à la fin de la saison régulière parce qu'ils ont tapé le record des Bulls et tout le monde les trouvait quand même vraiment injouables. Enfin, on oublie vite ce que c'est que de perdre seulement 9 matchs sur 82 d'une saison régulière. Ils étaient injouables et on mène 3-1. On mène 3-1. Tout le monde se dit qu'on va les taper. Au moment du 3-1, tout le monde se dit qu'on va les taper alors qu'à 0-0, tout le monde pensait qu'on allait perdre. Et pour moi, comme je l'ai dit, si on tape ces Warriors-là, on peut taper ces Cavs-là. Malheureusement, ça s'est pas fait et la suite, on la connaît, mais pour moi, on était si fort cette année-là, mais si fort. Pour pousser les Warriors dans ces retranchements-là, fallait être très fort et malheureusement, Klay Thompson. Alors, on l'a un peu évoqué en filigrane, mais pour moi, déjà, est-ce que t'as vraiment une année où le Thunder pouvait aller au bout ? Ça, c'est un autre débat. Mais pour moi, ta chance, c'est 2012. Alors, je veux bien inexpérimenté, joueur jeune, etc. Mais l'année précédente, tu vas en finale de conf, tu prends déjà pas mal d'expérience. 2012, pour moi, t'as vraiment une carte à jouer, t'as l'avantage du terrain en plus, si je dis pas de bêtises, en 2012, et tu perds plein de matchs qui jouent sur des détails, encore une fois, ça joue dans la dernière minute. T'as des coups de sifflet un peu hasardeux, on va dire, de certains côtés, je pense notamment au Game 4, où t'as Russ qui met 40 points à 60% au tir, il a 2 lancers, je crois, si je dis pas de bêtises, alors que vu le nombre de drives qu'il fait, il aurait pu en avoir 14. Ouais, c'est soit 2012, soit 2016, parce que 2016, c'est le moment où t'es le plus proche d'y retourner, en fait. C'est le moment où t'es le plus proche d'y retourner. Mais pour moi, il y a pas d'année où tu te dis le Thunder aurait dû être champion. Tu vois, même 2016, on est en train de s'écharper en disant ouais, en finale, face au Cavs, qu'est-ce que ça aurait donné. Tu vois, on n'est pas sur un scénario à la Kings 2002, par exemple. Ou si les Kings s'étaient pas fait voler par l'arbitrage, en finale NBA, ils auraient roulé sur les Nets, ils auraient été champions. Finalement, même si OKC était sorti de l'Ouest en 2016,
ça aurait été un très gros match, une très grosse série, une très grosse match-up, mais je suis pas sûr que ça aurait débouché sur un titre. OKC, malheureusement, a pas eu cette chance qu'il faut avoir pour être champion. Toronto en 2019, je pense, peut bien témoigner de la chance pour être champion. Je pense que Golden State, certaines années, peut bien témoigner aussi d'avoir eu pas mal de chance pour être champion. Donc ouais, tu n'as pas eu cette chance qui a fait de toi un champion NBA et dont tu as nécessairement besoin, je pense, pour aller au bout. Mais ouais, 2016, mais quand même plus 2012 perso. Je pense qu'en fait, ce que les gens ont un peu en regret, c'est que sur toutes ces années où certes t'étais pas favori et à chaque fois, et tu te disais pas forcément, comme tu l'as dit, cette année on est champion. En fait, t'as jamais, sur toutes ces années où t'es peut-être la deuxième, troisième meilleure équipe, t'as jamais eu cette fenêtre de tir à nouveau de la finale et t'as jamais eu un peu de chance de ton côté sur les campagnes de playoff entre les blessures qu'on a évoquées. Au final, t'as jamais eu trop de blessures dans l'équipe qui affrontait OKC, quoi. Tu vois, OKC a eu plein d'absents, mais qui a été blessé dans les séries face à OKC? Alors plus, que les Warriors. Ah non, mais on en revient aussi à ce qu'on disait sur Scott Brooks. Hein. Et la gestion des minutes, notamment pour les années d'avant. Quand les joueurs jouent 40 minutes toute la saison régulière, il y a un moment, ils finissent par se blesser. Et c'est ce qu'avait déjà très bien compris Popovich, par exemple, où faut savoir gérer les minutes de tes joueurs. Et bon, ok, KD, il va pas en mettre 35 ce soir, il va en mettre que 25, mais tu vas quand même gagner. Donc bon. C'est ce qui est arrivé aux Warriors en 2019. Enfin, le fait d'aller aussi loin pendant autant d'années, de jouer en juin pendant autant d'années, forcément ça fatigue. Et le corps ne suit plus. Et c'est encore plus vrai. C'est vrai pour les Warriors de 2019, mais c'est encore plus vrai pour le Thunder parce que t'avais tellement que deux joueurs qui faisaient tout en attaque avaient tellement de responsabilités que d'une part défensivement ils étaient moins impliqués et que physiquement être l'alpha et l'oméga d'une attaque NBA sur toute une saison plus les playoffs, ça fait quasiment 100 matchs, c'est tellement demandant physiquement que même avec un athlète exceptionnel comme Russell Westbrook, il y a un moment où ça pète quoi, parce que c'est juste trop demandant. Tu te fais rentrer dans la gueule tous les matchs aussi. Concrètement, moi je défends OKC, je leur dis ouais, vous rentrez dedans Westbrook et KD, vous les faites chier au maximum, et voilà, t'as que ça à faire. Donc c'est encore plus dur pour eux. Mais ouais, t'as ce facteur chance qui était pas du côté d'OKC, et c'est ça qui est compromettant en fait, enfin ce qui est pénible pour les fans du Thunder, parce que ouais, t'as jamais eu cette fenêtre de tir, jamais eu de chance, t'as gâché des très bonnes situations. Après, on l'a discuté aussi, t'avais des fois des problèmes de construction d'effectifs. Je pense que pour moi, c'est 2016 où c'est ta dernière chance. Tu sens quand même que mentalement, il y a quelque chose dans cette équipe. Ils sont un petit peu en mission, là, sur certains matchs face aux Warriors. Il y a des regards et tout. Tu te dis, ouais, ok, ils sont concentrés, ils sont là. Mais tu passes à côté pour des détails. Et ouais, t'as un roster super complet pourtant. Et alors, pour le coup, si tu fais champion NBA, alors après avoir sorti les Spurs en demi-finale de conf, les Warriors en finale de conf, et après les Cavs de LeBron en finale, concrètement en campagne de playoff, là t'es très très haut hein, sur les équipes que t'as sorties, je pense. T'es sur du Real Madrid Ligue des Champions cette année, quoi, c'est globalement. C'est à peu près le même range, ouais. Ouais, pour faire un parallèle, franchement, c'est pas si loin, hein, parce que t'aurais viré les trois favoris de la compétition, donc franchement... pour faire une analogie un peu footballistique, t'es pas loin. Puis la legacy de KD et Russ, c'est pas la même, hein, si tu fais ça. Déjà, KD aurait prolongé, j'imagine. À moins qu'il voulait vraiment se barrer à tout prix, mais bon... Est-ce qu'il aurait prolongé, ou alors est-ce qu'il serait allé ailleurs? Il serait allé où? Il serait pas allé à Golden State. Aux Wizards? Ouais, parce qu'il est Washington, mais... À Brooklyn? À Boston, ça parlait de Boston à l'époque. Les Spurs aussi, ça parlait, hein. Ouais, mais ça, c'est... bref. Mais non, mais... Après, 2017, si Kyrie était resté, tu récupères Victor Oladipo, tu récupères le petit Domantas Sabonis, tu récupères un effectif aussi qui était solide. Oui, théoriquement, mais ça n'a jamais été... c'était pas concret, quoi, donc... Ouais, mais ça... Je suis toujours méfiant avec les rumeurs. Si KD signe, alors Ford est là, quoi. En gros,
Tu fais un peu le trade d'Ibaka en plus pour aller chercher Oladipo, je pense, dans ce sens-là. Bon, tu sais, je pense que Ibaka va commencer de descendre physiquement et que ça va devenir un spot-up shooter concrètement. Après, il a fait des bonnes saisons après Ibaka, notamment à Toronto. Je dis pas, mais c'est quand même. Ouais. Mais c'est plus le même joueur non plus. Je pense que tu vas chercher Oladipo pour faire un gros backcourt avec Russ et t'aider aussi offensivement. Si tu arrives à avoir leur fort plus qu'Eddie Kirsin, t'as une équipe qui commence d'être très solide aussi pour 2017. Mais Draymond Green a passé un coup de fil d'un parking un soir de finale NBA. Que voulez-vous? Ouais, c'est ça. Mais si les Warriors avaient été champions, est-ce que KD aurait signé à Golden State? Ah, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas non plus. Hein. Donc merci LeBron. Merci LeBron. Merci Kyrie. Merci les deux quoi. Merci Kevin Love pour cette défense sur. Incroyable, meilleure défense de toute la carrière de Kevin Love. Hein. C'est incroyable. Hein. Le mec, il a fait, c'est les 30 secondes, c'est la possession défensive de ma vie. Je vais tout donner quoi. Et depuis, il a plus rien foutu défensivement. Mais merci Adam Silver pour avoir balancé des suspensions à Draymond sur le Game 5. On peut remercier plein de gens. Sur l'ensemble de son œuvre, il l'a mérité. Ah, pour l'ensemble de son œuvre, oui, il l'a bien mérité. Parce qu'on en a pas parlé, mais là, sur la série contre OKC, il y a entre lui et Bogut, il y a ces espèces de Bogut, coups et de trucs. Leur type player par excellence. Andrew Bogut. Moi, je pense que les 2 premiers matchs, il est au sol au moins 5 fois, tu vois, concrètement. Mais légendaire, Andrew Bogut. Mais en plus, Andrew Bogut, sur les finales NBA, il a des problèmes de dos, je crois. Non, il est blessé. Ouais, parce qu'il joue pas les derniers matchs des finales, c'est Festus Ezeli qui start. Et t'as André Iguodala qui a des problèmes de dos aussi. Ouais, c'est vrai. Messieurs, on a presque fait 1h30 sur cette dynastie manquée du Thunder. Merci à tous les deux d'être venus. Joël, est-ce que cette première était comme tu l'attendais? Est-ce que ça t'a plu? Ah bah moi c'est toujours un plaisir de me remémorer des Game 6 douloureux et des séries de playoffs perdues. Hein. Non, c'était très agréable en tout cas comme premier podcast. Félicitations à toi pour cette première. Et dans les commentaires, là, tous ceux qui vont écouter, regarder l'épisode, n'hésitez pas à donner votre avis sur ces séries de playoffs, sur l'équipe du Thunder, vous voyez aller au bout, si vous êtes d'accord avec nous ou pas. N'hésitez pas aussi à aller vous replonger dans ces matchs. Là, il n'y a pas de match NBA pendant un petit moment. Il y a des sacrés matchs à voir. C'est une époque qui date un petit peu maintenant, mais qui reste quand même encore... T'as encore pas mal de joueurs qui sont là, ça reste encore d'actualité, j'ai envie de dire, mais ça fait quelques années que c'est passé quand même. C'était un autre basket NBA, j'ai l'impression. Les Kings étaient déjà pas en playoff. Il y a des trucs qui n'ont pas bougé, mais il y a des trucs qui ont un peu changé. Il y a des trucs qui restent. Hein. Très déçu qu'on n'ait quand même pas parlé de 2018 et du what if sur la blessure d'André Robertson, hein, bien évidemment. Je plaisante. On s'est arrêté là parce que après... Non, considéré, je pense que les autres, mais on était beaucoup plus loin du titre que cette période-là. Non, mais c'est une vanne. Non, mais je sais, mais c'est pour quand même le mentionner, parce qu'il y a eu une petite hype, Paul George, Melo, Robertson... Ah ouais, puis on a fini avec Corey Brewer et Jeremy Grant. Non, mais après, excuse-moi, un petit truc là, parce que tu parlais de revoir des matchs. Bon, moi, du coup, j'avais mal compris le principe de l'émission, donc je suis allé plus loin que 2013. Vraiment, si vous êtes un fan du Thunder assez récent, rematez-vous la série au premier tour 2010 face aux Lakers. Je l'ai pas vécu en direct, donc je peux pas dire que c'est ma plus belle expérience en tant que fan du Thunder, mais rétrospectivement, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je pense que c'est la série qui a apporté le plus de fans du Thunder de toute l'histoire de la franchise. C'était un truc... non, vraiment. Allez voir ça, en plus il y a Kobe, enfin il y a plein... Ouais, celle-là elle est assez exceptionnelle. Il y a Kobe qui brique, il y a Pau Gasol qui prend des rebonds off, il y a une pile qui fait un bruit absolument monstrueux. Non, vraiment c'est pur kiff cette série, pur kiff. Sur ce, allez écouter l'épisode partout, abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, Twitter, Instagram, etc. On revient assez rapidement avec de nouveaux épisodes un peu d'été, un peu sur ces thématiques-là, on verra ce qu'on vous propose. Reposez-vous bien d'ici là, à bientôt pour de nouveaux contenus et salut. Salut. Salut.